arriver tranquillement. Bon, j'espère que vous allez bien. Bonjour, bienvenue. Le bonheur dans l'assiette. Bonjour Linda, bienvenue pour ce live de dimanche. J'ai rarement, voire je crois jamais fait un live le dimanche. Alors j'ai eu des petits soucis, je me suis rendu compte que mon trépied n'avait plus de batterie. Donc là, vous êtes en équilibre contre un pot de fleurs. Et voilà, et ça tombe. Et mes écouteurs qui font le trépied, donc j'espère que ça va tenir. Voilà, on croise les doigts. Donc peut-être que vous allez me voir basculer. Donc bienvenue pour ce live de dimanche. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu en live. Donc la dernière fois qu'on s'était eu en live, c'était avec, j'étais en compagnie de Céline Douer, qui est aussi naturopathe. Et on a parlé ensemble du cycle menstruel, du cycle féminin physiologique. Et ça avait l'air de vous avoir beaucoup intéressé. En tout cas, moi, j'avais adoré. C'est un peu mon dada. J'adore ce sujet-là. Et il y a eu quand même pas mal de questions aussi au sujet des choses un peu plus pathologiques, notamment le SOPK et l'endométriose. Et donc, justement, aujourd'hui, on va plus se concentrer sur l'endométriose. Donc, je ne serai pas seule. Je serai accompagnée dans quelques instants de Marie-Rose, que vous connaissez certainement, peut-être, en tout cas elle se présentera, qui va nous expliquer un petit peu son histoire de l'endométriose, puisqu'elle est atteinte d'endométriose. Voilà, donc n'hésitez pas surtout à interagir, hein, si vous avez vous-même des choses à partager ou des questions à nous poser à toutes les deux, eh bien profitez-en. Installez-vous confortablement, comme je le dis souvent en podcast. D'ailleurs, en parlant de podcast, j'avais fait aussi un sujet, un épisode sur l'endométriose. J'avais invité Chloé Tesla, qui est aussi atteinte d'endométriose. Et on avait un petit peu bavardé ensemble autour du micro pendant une bonne heure, je pense. Donc, si vous ne l'avez pas encore écouté, n'hésitez pas à y aller. C'est l'épisode numéro... Je crois que j'ai regardé 38, voilà. J'ai regardé juste avant, c'est l'épisode numéro 38. Donc, on a discuté de l'endométriose et de comment elle l'avait vécu jusqu'à ce jour. Qu'est-ce qu'elle avait pu aussi mettre en place dans sa vie pour mieux vivre avec, pour se soulager. Donc, voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller l'écouter. Et aujourd'hui, on va du coup continuer le live en duo. Donc, bonjour à toutes celles qui nous ont rejoints. N'hésitez pas à vous munir d'une boisson chaude. Et c'est parti, je vais inviter Marie-Rose. Coucou. Alors, c'est en équilibre chez moi aussi. Ah. Pas parce que j'ai cassé le trépied, mais juste parce que j'ai préféré dormir que sortir le trépied. J'avoue, je peux être coupable. Donc, Pas voilà. de soucis. Alors par contre, je m'entends en écho. Alors attends, hop, on va mettre son, on est mieux. Ah, beaucoup mieux, en tout cas de mon côté. Donc n'hésitez pas, pour les personnes qui sont en train de nous écouter, pour nous dire si ça va au niveau du son, s'il n'y a pas trop d'écho, s'il n'y a pas de décalage surtout. Ouais, c'est ça. Ouais. Hop. Des fois, quand on passe en duo, ça change un petit peu. Bon, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir rejoint en ce dimanche. Je suis très contente de faire vraiment ta connaissance face à face, on va dire. Ouais, c'est sûr, c'est sympa. Hop. En plus, alors du coup, moi j'ai beaucoup plus de chance que toi. Il fait super beau et je vis au-dessus d'une forêt, donc il y a tous les oiseaux qui chantent. Donc ça met de bonne humeur, tu vois. Où est-ce que tu habites? Je suis en région parisienne, donc oui, il y a des forêts en région parisienne. J'ai le droit à la remarque à chaque fois. Mais il n'y a pas du béton, non, j'ai des oiseaux. Et il y a même une biche que j'ai croisée l'autre jour, genre à 200 mètres de chez moi. Donc... T'as de la chance, mais moi je suis dans le nord, je suis pas très très loin de chez toi. Peut-être que je vais avoir du soleil, alors du coup cet après-midi. Ça va arriver. Beau temps monte dans le nord. Bon, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir rejoint en ce dimanche pour ce live. Je suis vraiment très contente de faire ta connaissance, comme je disais. Pour les personnes du coup qui ne te connaissent pas sur mon compte, est-ce que tu pourrais rapidement te présenter un petit peu, s'il te plaît? Alors moi, je suis Marie-Rose Gallès, donc je suis atteinte d'endométriose, certainement depuis toujours. Et voilà, j'ai commencé à montrer des douleurs plus violentes pendant mes premières règles. On m'a mis sous pilule pour cacher un peu la misère. Et puis, quand j'ai arrêté la pilule, ça commence. Voilà, il n'y avait plus rien pour cacher. Et puis, j'ai eu une rupture de kyste ovarien qui a fait un kyste fonctionnel, même pas un kyste endométriosique. Sauf qu'un kyste fonctionnel, ça va de pair avec une décharge d'œstrogène. Donc, ça fait
exploser la maladie d'un coup d'un seul. Et moi, j'étais alitée avec les médecins qui me disaient qu'ils n'avaient pas de solution pour moi. J'étais en congé longue maladie, enfin bon, zéro solution, quoi. Donc, du coup, je me suis mise à me spécialiser en endométriose, à lire tout ce que j'avais sous la main. J'ai commencé avec des choses un peu lambda, et puis je me suis mise carrément à lire de la littérature scientifique internationale pour voilà, me spécialiser. Et puis, ben, je me suis dit, je suis sortie de mon lit, c'est quand même l'essentiel. Et, euh, et je me suis dit, bah, c'est dommage de ne pas partager tout ça, quand même. Je pense que ça peut en aider d'autres que moi. Donc, du coup, j'ai écrit des livres. Alors, le premier qui était très spécialisé sur endométriose des sexualités, parce que personne au monde ne s'était vraiment penché sur cette question de Ouais. pourquoi ça fait mal et ce qu'on peut faire. Donc, voilà, qui est un programme. Et puis, le deuxième, pareil, où je réunis toutes les informations scientifiques que j'ai sur le sujet, avec voilà, des choses qui peuvent être mises en pratique au quotidien mais surtout le reste que la sexualité. Donc, c'est assez vaste. Ok, donc du coup, tu es devenue ce qu'on appelle une patiente experte. C'est patient expert. Alors, c'est en train de changer, mais en fait, c'est quelque chose qui existe depuis des décennies. C'est voilà, ces patients qui en ont marre qui vont devenir experts en Mm, leur propre mm. maladie, alors en ingurgitant encore et encore et encore et encore des données scientifiques. On retrouve beaucoup d'HPI et de syndrome d'Asperger généralement chez les patients experts parce qu'il faut avoir une espèce de boulimie de savoir et Mm. absorber vraiment tout ce qui nous passe sous la main. Mais ouais, voilà, c'est ça, c'est quand on devient expert dans sa propre maladie, ça vient un peu d'un réflexe de survie à l'origine, mais après, c'est cool aussi parce que ça permet d'aider les autres. Ouais. Bon, bah, écoute, en tout cas, merci encore d'être présente. On va creuser un peu plus le sujet de l'endométriose et aussi comment toi tu l'as vécu et comment tu le vis aussi aujourd'hui. Alors, pour me présenter aussi rapidement pour les personnes, parce qu'on est sur mon compte, mais il y a peut-être des personnes qui nous auront joint, qui sont tombées sur le live par hasard ou via ton compte. Je m'appelle Alexandra Portail, j'exerce en tant que naturopathe et je me spécialise dans la santé féminine, dans tout ce qui va être cycle féminin, troubles du cycle et aussi certaines pathologies comme le SOPK, l'endométriose. Donc voilà, donc ça c'est vraiment mon dada avec aussi tout ce qui va être troubles du comportement alimentaire, alimentation émotionnelle. Donc tout ça c'est un peu lié en fait aussi avec mon passé et comme toi en fait, on se sert beaucoup de notre passé, et de notre vécu pour pouvoir aider après et accompagner les C'est ça, personnes comme on le peut en l'ayant vécu puis en ayant aussi développé après une expertise c'est ça. comme tu as pu le faire toi de manière autodidacte et puis comme j'ai pu le faire moi aussi via ma formation et voilà. Donc voilà, je pense que on est toutes les deux du coup passionnées par ce sujet autour de la santé féminine. Donc si on revient plus en détail maintenant sur ton passé, tu m'as dit que tu avais découvert ton endométriose suite à ta rupture de kyste ovarien, Mhm. mais que tu étais certainement atteinte auparavant. Ça Oui, veut moi je faisais partie de ces cas qui montraient des symptômes même avant les premières règles en fait. Euh, et, euh, et en fait effectivement ça. Alors on va de plus en plus vers une origine diverse de l'endométriose, même si voilà on connaît toujours pas la cause. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une grosse étude qui a fait énormément avancer les choses il y a 10 ans. On a autopsié 101 fœtus féminins et on a retrouvé en fait de l'endométriose aux mêmes endroits et dans les mêmes proportions Mm. que chez l'adulte. Et du coup, effectivement, c'est vrai que les médecins étrangers, on parle plus facilement que les médecins français, mais il y a aussi pas mal de cas qui montrent des symptômes avant les premières règles. Donc voilà, je suis certainement atteinte depuis l'état embryonnaire. Donc l'origine. Mais du coup, ça veut dire que tu avais une endométriose qui n'était pas si douloureuse que ça si tu n'avais pas forcément pensé ou qu'on t'avait pas forcément diagnostiqué Ben, avant. c'est aussi si je me plaignais, quand il y a eu mes premières règles, je me suis Hmm. plaint de douleurs. Mais si tu veux, aussi bien ma famille que les médecins me disaient, ah, bah c'est normal. De Donc l'SPM. voilà, même pas, c'était vraiment, oui, bah, les règles, ça fait mal. Hmm. C'était vraiment ça, c'était assimilation, sans que personne ne cherche à comprendre pourquoi ça fait mal. Je veux dire, quand on a un organe qui fait mal, normalement, enfin, si quelqu'un me dit ah bah j'ai mal à l'estomac, je réponds c'est normal, ils vont me dire mais elle me prend pour une conne celle-là, c'est pas possible. Exactement, ouais. Mais comme c'est l'utérus, on apprend ça par cœur et Hmm. personne ne le remet en question. Personne à un Hmm. moment s'interroge de mais au fait pourquoi? Ouais. Donc voilà, il y avait ce discours automatique appris par cœur qui était récité mot pour Hmm, mot hmm, et on remettait pas ça en cause quoi. hmm. C'est vrai qu'on apprend depuis dès le plus jeune âge que les règles ça fait mal.
et c'est complètement normal d'avoir mal quand on a ses règles. Et je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je le redis, effectivement, ce n'est absolument pas normal d'être plié en deux, d'être alité quasiment quand on a ses règles. C'est pas un état normal de santé. D'avoir quelques contractions utérines, ça c'est normal parce que c'est Oui, parce que c'est pour que l'endomètre s'évacue, mais ce n'est pas censé nous mettre HS et surtout avoir des douleurs intenses. c'est ça. Donc effectivement, ça doit vraiment mettre la puce à l'oreille, signe qu'il y a quelque chose, peut-être l'endométriose ou peut-être pas d'ailleurs, hein, c'est pas toujours lié à Oui, bah des l'endométriose, fois, attention, il y a hein, un mais truc très simple, mais quand on expulse un caillot de sang, surtout si on est nullipare, je sais pas s'il y en a qui pratiquent l'autogynécologie, mais le col de l'utérus, c'est un peu comme une knacky, c'est un bout de knacky, et le trou dedans, il fait la taille d'une tête d'épingle. Donc quand vous expulsez un caillot qui fait cette taille-là, c'est proportionnellement parlant équivalent à un accouchement. Donc ouais, le moment où le caillot passe le col de l'utérus, vous le prenez cher. Mais en plus, vous le sentez parce que c'est vraiment le temps que le caillot passe le col de l'utérus. Vous êtes mis KO d'un coup et c'est passé et hop, la douleur repart, on ne comprend pas trop pourquoi. Donc oui, dans ces moments-là, voilà, il y a des mécanismes physiologiques. Mais sinon, effectivement, on n'est pas censé voilà, souffrir de martyre. et alors du coup, on est rentré dans le vif du sujet de l'endométriose, mais on n'a pas vraiment expliqué ce que c'était. Est-ce que tu pourrais nous expliquer du coup ce qu'est l'endométriose Donc avec tes mots? l'endométriose, on va faire ça, voilà, on va faire simple, assez ludique. L'endométriose, c'est quand il y a des cellules qui ressemblent à l'endomètre. Donc l'endomètre, c'est la muqueuse qui tapisse l'intérieur de l'utérus, hein, sur laquelle va se mettre éventuellement un embryon. Donc c'est des cellules qui ressemblent mais qui n'en sont pas et qui sont en dehors de l'utérus. C'est un petit peu comme un endomètre mutant. Il serait devenu un peu étrange, cet endomètre, et du coup il va causer des dégâts parce qu'il n'est pas au bon endroit, parce qu'en plus il est bizarre, alors il fait des trucs un peu, il met un peu le bazar autour de lui. Donc voilà, donc ça, en fait c'est ça l'endométriose, hein. C'est un endomètre qui mute et qui est un peu méchant. Et du coup, on se retrouve avec des cellules de l'endométriose, on va dire, de l'endomètre, pardon, C'est ça, en un peu fait, partout dans le corps, parfois. voilà, on appelle ça des Hein. lésions. Donc, c'est Ouais. des amas de cellules. C'est comme des tumeurs, mais non cancéreuses, des tumeurs, ce qu'on appelle des tumeurs bénignes par opposition à malignes. Donc voilà, qui sont dans le corps, ici et là. Alors après, elles peuvent être toutes petites, hein. On peut en avoir qui font le diamètre d'un cheveu et qui sont quand même très méchantes. Mais voilà, c'est des amas de cellules dans le corps. Et qui du coup vont réagir comme pour l'endomètre aux variations hormonales du cycle. Euh, voilà, alors après, il y a plusieurs types de lésions. On se rend compte hein, qu'il y en a qui sont plus ou moins actives et ça évolue en fait avec l'âge. Donc elles sont pas toutes réactives, elles sécrètent pas toutes. Enfin, et voilà, en fait, ça dépend des lésions. Il y a plein de multitudes. Il y en a qui sont capables de s'innerver, d'autres pas. Il y en a qui vont saigner, d'autres pas. Il y en a qui vont sécréter une substance irritante, d'autres pas. Donc voilà, donc en plus, c'est un petit peu la loterie sur quel type de lésion on va avoir. Mais effectivement, certaines vont réagir au cycle ovarien et donc en fait elles sont œstrogénodépendantes. Donc c'est-à-dire que celles-ci, elles vont réagir aux œstrogènes. C'est comme ça d'ailleurs que moi, mon endométriose a flambé après la rupture d'un kyste fonctionnel. On dit souvent qu'il y a autant d'endométriose que de personnes atteintes d'endométriose. Donc C'est c'est ça, assez c'est vraiment en fonction des endroits où elles vont se trouver, de la forme qu'elles vont prendre, et sachant en plus que ça évolue avec les années aussi. Donc les symptômes ont tendance à augmenter de manière exponentielle. Les lésions ont tendance à changer d'aspect au fil des années. Généralement, quand on est jeune, on a des espèces de perles de rosée. Après, elles vont devenir rouges, bien actives, et puis après, elles vont devenir noires, et en fait, elles seront mortes, en fait. Voilà, ouais, ça deviennent un peu noires, comme des traces de suie, des choses comme ça. Donc voilà, c'est non seulement ça change d'une personne à l'autre, et en plus de ça, c'est un truc qui évolue. Voilà, on va tisser de plus en plus d'adhérence au fil des années et tout. Donc c'est rien n'est, on peut pas avoir un cas comme ça figé, ça n'existe pas. Alors après, tu parles d'évolution qui est peut-être de plus en plus compliqué à vivre. Après, j'ai aussi moi rencontré, c'est le cas pour toi, on va rentrer dans ton cas spécifique, mais il y a des femmes atteintes d'endométriose qui, après, de par aussi la connaissance de la maladie et de par certaines évolutions dans leur mode de vie, ont fait que cette endométriose a stagné, voire même est beaucoup moins douloureuse. Donc, Oui, on peut agir pas fataliste sur la non plus. manifestation des symptômes. Oui, oui, on peut agir sur la manifestation des symptômes, ça c'est sûr. Ouais, C'est l'espoir. c'est l'espoir, effectivement. Ok, alors du coup, j'avais une question qui m'était venue. Oui, par rapport il y a des femmes qui se font opérer de l'endométriose. Est-ce que toi, ça a été le cas?
Alors non, moi je me suis pas fait opérer parce que je suis pas un cas assez sérieux. En France, on va opérer vraiment en fait quand on n'a pas le choix en fait. Mm. Et c'est très compliqué. Il faut vraiment trouver un bon chirurgien spécialiste en endométriose. Il faut savoir que l'endométriose c'est encore plus difficile à opérer que le cancer, hein. Donc des bons chirurgiens, en gros, on en compte quelques dizaines dans le monde, pas plus. Donc c'est compliqué. Sinon, le problème, c'est que si ce médecin n'est pas assez spécialisé, au mieux, il n'enlèvera pas tout. Et du coup, la situation ne va pas franchement s'améliorer. Au pire, il fera des dégâts supplémentaires. Donc voilà, ça peut être Mm. compliqué. Après, il existe d'excellents chirurgiens qui font des miracles. Mais encore une fois, on en compte quelques dizaines au monde. Donc, il vaut mieux essayer d'apprendre à vivre avec, en tout cas d'essayer de réduire un Bah, maximum ça de... dépend des cas, hein. Il y a des cas qui n'ont pas le choix, hein. Quand c'est ça ou Ouais, l'occlusion intestinale, c'est ouais, opération. On ne va pas ouais, ouais. chipoter. Moi, j'en ai qui ont eu des lésions sur l'urètre, c'est ça, c'est Oui. le conduit entre le rein et la vessie. Là, en fait, c'est-à-dire que l'urine ne pouvait plus circuler. Donc, c'est une question de jours. On opère là tout de suite, maintenant. Mm, On ne réfléchit pas, on n'a pas le temps de mm, réfléchir. Donc, voilà, il y a des cas comme ça. Il faut prendre du cas par cas, en fait. mm, mm. Et faire du cas par cas et voilà pour voir quel traitement est le plus adapté. Mm. Mais justement, je parlais juste en introduction avant de t'inviter dans le live que j'avais fait un épisode de podcast avec Chloé qui était aussi atteinte d'endométriose. Et pour le coup, elle nous expliquait qu'elle avait une endométriose de type 4, de stade 4, et quand elle était beaucoup plus jeune, et elle s'était fait opérer justement. Mm, Donc effectivement, ça dépend. Alors je ne sais pas avec qui exactement, mais elle s'était fait opérer. Alors, je crois que j'ai vu les commentaires, donc j'en profite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est pas facile de lire les commentaires. Alors, attends. C'était Sonia qui nous disait Salut, non, ce n'est pas normal. Ah, je pense que c'est quand on parlait des douleurs menstruelles. mhm, d'accord. Comme ce n'est pas normal de faire plusieurs fois les mêmes examens avec des je pense que et aucune certitude. Oui, alors ça, le problème, c'est que déjà je pense qu'on parle ici d'imagerie médicale, il faut des radiologues spécialisés formés à voir l'endométriose, ce qui n'est pas ultra courant. Et en plus de ça, c'est-à-dire qu'en fait, on ne voit tout réellement. Je suis désolée, je vois que j'ai plus de batterie, j'essaye de me brancher. On ne voit tout réellement que en ouvrant en fait. Donc du coup, c'est vrai qu'à l'imagerie, on ne voit que certaines choses. C'est-à-dire que moi, par exemple, sur ce qu'on voit sur l'imagerie, on dirait que je suis un stade 1. Sauf qu'en fait, si on interprète un peu plus ces résultats avec les connaissances des chirurgiens et tout, il y a de très grandes chances qu'en ouvrant, je sois un stade 3. On n'est pas du tout dans la même configuration. Le problème, c'est que les adhérences, on ne les voit pas à l'imagerie. Par contre, on voit que mon utérus est coincé dans ma hanche. Donc, il n'a pas dû y aller tout seul, mon utérus. C'est certainement qu'il y a des adhérences. Mais ça, en fait, on ne le saura réellement qu'en ouvrant. Donc, il y a plein de choses comme ça. Voilà, j'explique, je ne vais pas détailler, mais dans mon deuxième livre, j'explique en fait quel type de lésion on va voir sur une imagerie et quel type on ne va pas voir, en fonction juste de la capacité de la machine, en fait. C'est purement matériel. Et donc, effectivement, tant qu'on est sur le stade d'une imagerie, tout est un petit peu au conditionnel. Ouais. Non, c'est vrai qu'on peut pas tout miser sur la médecine. C'est bien de se faire entourer. Après, je pense que ce que je dis toujours, c'est que on est les premiers responsables de notre santé. Alors, c'est peut-être dur à dire quand on souffre et qu'on est dans le désarroi, et surtout quand on est dans un stade où, en fait, on souffre, on ne sait pas encore pourquoi. Je pense que c'est quasiment le Oui, plus dur, ça. C'est-à-dire, on souffre, comme toi au début, hein, tout le monde te disait c'est normal que il y a rien de grave, madame, etc. Et jusqu'au jour où on t'a enfin dit que tu étais atteinte d'endométriose. Et je pense que là, bah, tu me confirmeras peut-être ou pas, mais il y a un certain soulagement des fois quand on annonce la pathologie. Bizarrement, il y a un certain soulagement parce qu'on se dit ah bah je n'étais pas folle, c'est j'avais ça. vraiment quelque chose. Maintenant on sait quoi. Alors est-ce qu'on sait le résoudre ou pas? Je ne sais pas, c'est pas toujours le possible, mais en tout cas je sais que j'ai quelque chose et je ne suis pas folle. C'est Et ça, donc ouais, après, c'est super important. effectivement, après la médecine ou même les thérapies complémentaires n'ont pas forcément la solution magique. Des fois, elles sont d'ailleurs complémentaires entre elles. Mhm. Et c'est à la personne en question, c'est à nous d'essayer de nous intéresser à cette pathologie, comme tu l'as fait d'ailleurs toi, et de développer de tester des choses pour essayer d'après d'améliorer son état de santé. Mais c'est vrai que c'est pas forcément simple notamment quand on sait pas encore ce qu'on a et quand on est un Oui, peu c'est ça. perdu. C'est-à-dire que trouver un traitement pour un truc qui est abstrait,
clairement, tu sais pas quoi viser. Donc, Mm. Ouais. voilà, le problème est vite résolu. Et du coup, toi ou de ta connaissance de la maladie, euh, peut se manifester des symptômes de femmes atteintes d'endométriose, sachant que ça peut être très vaste. Je sais très bien que ça peut aussi Oui. aller sur des symptômes de type digestif, même rénal, parce qu'effectivement, Mm. en fonction des lésions, ça peut impacter beaucoup d'autres organes. Donc, il y a des personnes qui sont atteintes de maladies digestives, et en fait, la cause réelle, c'est pas tant ça, c'est une répercussion. En fait, Mm. ça a été un effet boule de neige. Toi, est-ce que tu as des symptômes ou tu as eu toi des symptômes particuliers ou d'autres Oui, moi connaissances? j'ai eu un peu les classiques, c'est-à-dire règles douloureuses, killer cramps, les contractions qui sont équivalentes au moins, si ce n'est plus, à un accouchement, les douleurs à la défécation, Mm. voilà, les douleurs pelviennes chroniques, voilà, et ça, tout ça, on le retrouve dans le top 5. Donc j'avais un peu les trucs clichés de l'endométriose parce qu'il y a un peu de tout aussi. Effectivement, voilà, celles qui ont une endométriose diaphragmatique vont avoir des problèmes de respiration, mal à l'épaule. Mais l'endométriose diaphragmatique, c'est un pourcentage extrêmement faible. Il y a aussi toutes les endométrioses asymptomatiques qu'on ne prend pas en compte, mais qui ont bien une endométriose, juste elle est silencieuse. C'est un petit peu la loterie, hein. J'avais une gynéco qui me disait à 2 millimètres près, une lésion, en fonction qu'elle soit proche ou non d'un nerf, on la sent pas du tout, elle fait de notre vie un enfer de chaque instant. Donc c'est Mm. ça, à 2 millimètres près, si la lésion se rapproche d'un nerf, c'est mort, c'est cramé. Donc, euh, donc voilà, mais oui, il y a aussi les cas symptomatiques. Donc voilà, il y a vraiment un panel, un spectre d'endométriose qui est extrêmement large. Et il n'y a pas d'endométriose type, même si voilà, 80% des endométriosiques vont avoir des règles douloureuses, 60% vont avoir des douleurs pendant les rapports sexuels. Donc voilà, on est quand même sur des pourcentages assez élevés. Mais après, c'est la loterie. Ok. Et quand tu parles parce que c'est peut-être un sujet un peu tabou dont on parle pas forcément, mais qui est très important, quand tu parles de douleur pendant les rapports sexuels, est-ce que tu pourrais un peu développer Alors quelles oui, bah oui, c'est pour ça que j'en douleurs ai et à fait un quelles livre instants? entier, Oui. c'est que Alors, j'en avais niveau marre pas. qu'on n'en parle Oui, pas, mais, voilà, qu'on n'en parle pas, alors que c'est 60%, quoi, ouais, merde, c'est pas, c'est un c'est pas symptôme, rien. c'est un symptôme qui Donc, revient beaucoup. Ouais. Mm. pardon? C'est un symptôme qui revient énormément chez les personnes atteintes Ouais, ouais, d'endométriose. ouais. Et puis non seulement personne n'en parlait et personne n'a trouvé de solution, donc d'où aussi le fait que je propose un programme entier. Mais avec l'endométriose, ça va être des douleurs pendant les rapports qui sont très particulières. Euh, En fait, il va y avoir deux volets. Le premier volet, c'est à la pénétration, mais au fond du vagin, en fait, avec l'impression qu'on tape sur un bleu ou voilà, qu'on tape sur quelque chose, et c'est là que ça cause des douleurs. Et les douleurs après orgasme, en fait. Voilà, c'est ces deux volets-là. Et donc ça, c'est vraiment typique de l'endométriose. C'est très symptomatique des endométriosiques. Ok. Et quand tu parlais de personnes qui étaient asymptomatiques, Mhm. y a-t-il, ou as-tu découvert un risque d'être atteinte d'endométriose, mais ne pas en souffrir? C'est-à-dire que j'en souffre pas, donc limite j'en ai pas connaissance, mais est-ce que derrière il y a quand même des risques sur la santé? Alors, des risques sur la santé, ouais, c'est assez traître parce que c'est pas forcément les cas les moins graves en fait. La douleur est pas du tout proportionnelle aux lésions. Donc, du coup, ça peut être des cas assez sérieux. Il y en a effectivement qui ont des endométrioses de stade 4 qui leur font que dalle. Rien. Donc, quand on découvre le poteau rose, mais mais vous êtes sûr que vous sentez rien? Alors, à chaque fois, c'est un petit peu le dialogue de sourds. Bah oui, sinon je vous l'aurais dit. Et donc, ça peut être des cas très graves, hein. C'est pas forcément des cas choupi-choupinettes. Et alors, ça, on ne sait pas pourquoi, mais très souvent, ce sont des cas liés à l'infertilité, en fait. Hmm. Généralement, cas symptomatique va de pair avec infertilité, ce qui n'est pas forcément le cas des cas symptomatiques. Donc voilà, il reste beaucoup de mystères à éclaircir. Encore une fois, il y a plein de formes d'endométriose, hein. Il y a pas une forme. Et tant qu'on n'aura pas fait de recherche, bah, on navigue un peu à vue. Hmm. Et donc du coup, toi, comment tu as fait pour une fois que on t'a enfin dit pourquoi tu avais mal, Mhm. qu'est-ce que tu as mis en place dans ta vie? Est-ce que tu t'es rapproché de certaines personnes en particulier? Tu as dit que tu t'étais beaucoup documenté, mais après dans ta vie aussi, ton hygiène de vie ou d'autres aspects, est-ce que tu as mis en place des choses pour mieux vivre avec la maladie, pas souffrir le martyr Mhm. à chaque fois? Comment tu as vécu? Comment tu vis ça? Alors moi j'ai opté, bah, comme tu le disais tout à l'heure, par un mix en fait entre allopathie et naturopathie.
Donc j'ai mis pas mal de choses en place. Donc déjà, la naturopathie, un traitement contre les douleurs neuropathiques, ça, il n'y a pas 36 solutions. En fait, il n'y a que 5 molécules qui marchent, hein. Donc Mhm. voilà, mais ça déjà, ça m'a quand même permis. À l'époque, je tenais plus la station debout. Ouais, je pouvais même plus être debout. Donc ça m'a permis de déjà remarcher. Ça, c'était cool. Et puis après, vraiment de lutter contre les adhérences, donc beaucoup d'ostéopathie, de massage chez moi, avec des synergies d'huile essentielle. Alors je sais après, quand je dis ça, on me les demande, mais je ne suis pas naturopathe, donc non, je ne les fais, je ne les donne pas. Et en plus de ça, j'en fais des ultra corsés, donc je préfère pas les donner à quelqu'un d'autre, c'est un peu trop risqué niveau santé. Mais voilà, des synergies d'huile essentielle pour décongestionner, pour contre les inflammations, contre les contractions, des choses comme ça. Et puis, beaucoup de yoga, de sport aussi. Je me suis un peu fait avoir pendant le confinement parce que je marchais plus assez et du coup mon bassin s'est refigé et je me suis remise à Ouais. développer des douleurs que j'avais plus depuis 2 3 ans. C'était horrible. Il a fallu que je finisse chez mon ostéo en urgence alors qu'on n'a même pas encore déconfiné. Enfin, c'était une galère pas Mhm. possible. Niveau alimentation, ça va. J'ai toujours fait partie de celles qui pouvaient manger un peu de tout. Et puis, moi, j'ai opté pour la vision américaine. Donc, je suis pas partie sur de l'alimentation anti-inflammatoire. Je suis partie sur un rééquilibrage de ma flore intestinale en un peu brutal, mais pour ensuite pouvoir manger un petit peu de tout. Mais manger équilibré et puis me faire plaisir de temps à autre sans, voilà, Mhm. sans avoir quelque chose de très contraignant. Donc voilà, donc voilà, en gros, c'est le socle Mhm. de ma prise en charge au quotidien. Mhm. Tu parlais justement de l'alimentation anti-inflammatoire. Après, en fonction de, sans parler d'un régime strict Mm. anti-inflammatoire, mais je pense que quand tu parles de, tu fais attention quand même à ton alimentation, forcément dedans, je pense qu'il y a des choses que des aliments pro-inflammatoires que tu manges pas forcément Non, je mange de tout. en Je mange excès. de tout. Voilà, donc forcément, Oui, mais rien que par après, ça, voilà, oui, non, mais ça après, on est d'accord que limite si je me aussi ton suis fait un burger inflammation. le midi, je vais pas en refaire un le soir. Euh, Voilà, voilà, tu vois, c'est juste, après, c'est du bon sens aussi. exactement. Mais du coup, c'est vrai que je peux manger de tout. Donc voilà, mais bon, voilà, je faisais aussi partie du quart sur qui l'alimentation joue pas forcément. Et voilà, je suis aussi partie sur un rééquilibrage de la flore Alors, intestinale. Voilà, après, chacun son approche. Je sais que par contre, voilà, il y en a qui supportent pas du tout les laitages ou pas du tout le gluten. mm, Ou des fois des choses un peu improbables. J'en ai une qui m'expliquait qu'elle supportait pas les bananes. Pourquoi? On ne sait pas. Donc voilà, mais oui, voilà, un peu de bon sens, voilà, manger équilibré et mm, me rappeler que l'alimentation n'est pas forcément que jaune. Mettre quelques légumes là au milieu ne fera pas de mal. exactement. Après, comme tu dis, je pense que bah, c'est comme tout, hein, qu'on soit atteinte ou non d'endométriose, Mhm. tout est une question d'après de test, essayer de se documenter, Ouais. de suivre certains conseils, de tester, après d'ajuster. Mm. Effectivement, l'alimentation anti-inflammatoire, c'est quand même, j'ai envie de dire, quand on est face à ce type de maladie qui est quand même inflammatoire, ça Mm. fait pas de mal de se documenter sur le sujet. Après, trouver le juste milieu, ça peut être aussi pendant un moment, selon un protocole, faire une éviction de tous les aliments inflammatoires de manière à retravailler un peu le terrain, puis après, Mm. au contraire, intégrer certains aliments. Moi, j'ai une cliente, par exemple, qui a atteint d'endométriose et elle a fait enfin, on a fait ensemble un protocole on sentait qu'il y avait une intolérance sur le gluten Mhm. et sur les produits laitiers et cela fait énormément de bien. Ça l'a beaucoup soulagée. Mais maintenant, on réintègre parce que le Voilà. but n'étant, comme elle n'est pas intolérante non plus, le Mhm. but étant de ne pas la De priver trouver un de ces équilibre en produits-là. fait. Voilà. Donc, il y a vraiment des choses à ajuster et c'est là où l'accompagnement peut être intéressant. Euh, et puis d'apprendre à se connaître en fait, savoir comment on réagit à certains aliments. Tu parlais de la banane, mais Oui, et puis en les... fait, certains aliments ou même autre chose, parce qu'il y a des choses qu'on ne dit pas et que ouais. moi d'expérience je connais bien. Il y en a beaucoup qui ont des crises déclenchées par les changements de température. Mhm. Alors il y en a, ça va être le froid, mais Oui. un coup de froid et pouf, elles font une endobélie. Mais c'est automatique. Et là, tu vois, on n'a pas encore eu de phase de canicule, mais je sais très bien que quand la canicule va arriver, ma messagerie va soudainement exploser de oh là là, c'est horrible, les douleurs neuropathiques, l'endobélie avec la chaleur, est-ce que c'est normal, est-ce que ça existe? Et oui, oui, je vais avoir 10 messages comme ça, donc oui, ça existe. Il y en a, c'est le sport. Ouais. Elles font une séance de sport, poum, ça pète. Ouais. Donc voilà, il y a vraiment des cas, encore une fois, bah, c'est ce qu'on disait, il y a autant d'endométriose que d'endométriosique.
Et moi, le meilleur conseil que je peux donner, c'est vraiment du coup de faire un petit calepin de suivi pendant un mois et essayer de voir après les liens qui se font. Mm. Mais de tout noter, ce qu'on fait, ce qu'on mange, ce qu'on boit, ce qu'on voilà, et de voir est-ce qu'il y en a, ça va être ça qui déclenche, est-ce que ça va être autre chose, parce que ça, c'est d'un cas à l'autre, quoi. Moi, je sais que je connais des centaines de cas, sur des centaines, en fait, il y a un cas qui est exactement comme le mien. Mm. Donc, Ouais, c'est... impossible de faire la moindre généralité, quoi. Mm. C'est tellement du cas par cas que, Mm. voilà. Mm. Mais c'est exactement ce que je propose aussi à mes clientes en général, même que ce soit dans des cas d'endométriose ou non, c'est de partir sur effectivement un suivi. C'est ça. C'est une prise de conscience déjà. Parce que des Mhm. fois on se rend pas compte de ce qu'on fait ou de ce qu'on ressent, on prend pas le temps de s'écouter et de savoir ce que l'on ressent vraiment. Mais c'est Mhm. super important ce type de suivi de manière à pouvoir faire des corrélations entre les différents facteurs. Mhm. Effectivement. Et donc tu parlais, j'avais un truc en tête à dire, mais ça m'est sorti de l'esprit. Euh, on parlait de L'endobélie? oui. Alors attends. Ah oui, voilà. Ça me revient. On est dimanche, donc mon cerveau est un petit peu ralenti, hein. Mais en fait, c'est assez simple à comprendre de se dire que les facteurs peuvent être très diverses. C'est parce que déjà les cellules, enfin, on a dit tout à l'heure que les cellules, réagissaient souvent, en tout cas, au cycle ovarien, aux Mhm. fluctuations hormonales. Et on sait aussi que le cycle hormonal, il est régi par notre cerveau. Et notamment Mhm. que le stress ou des facteurs stressants, quand je parle de stress, c'est pas forcément un stress psychologique, hein, ça peut être un stress physiologique, un facteur stressant. Le sport est un facteur stressant pour le corps. Alors c'est bon pour la santé, mais c'est un facteur stressant. Un changement brutal de température est un facteur stressant pour le corps. L'alimentation aussi. Enfin, il y a plein de choses qui stressent Bien sûr. physiologiquement nos cellules. Donc forcément, si selon la sensibilité des personnes et de leur terrain, et bien forcément, certains facteurs stressants vont impacter leur cycle Mais tu hormonal de sais que je suis manière en train de générale, et prendre donc conscience d'un truc, en l'endométriose. fait, en parlant avec toi. Je viens de me faire prendre conscience d'un truc, c'est des fois, je mange et je vais m'écrouler et je suis pas très bien et tout. Et je pense qu'effectivement, ouais, c'est la digestion qui demande déjà beaucoup d'efforts quand je suis déjà un peu fatiguée. Et ouais, ouais, effectivement, vu comme ça. C'est, ouais, Ouais. ouais. Parce que quand on parle de stress, on parle souvent, enfin, on pense stress psychologique, dépression et tout Oui. ça, mais bah non, je suis pas stressée, c'est cool, ma vie en ce moment c'est calme. Mais on se rend pas compte des facteurs stressants de nos cellules en fait Physiologique, physiologiques, et bien ça sûr. impacte le cycle hormonal, donc ça impacte forcément la réaction de ces cellules qui ne sont pas là au bon endroit, donc forcément les douleurs. Et effectivement, en fonction de la sensibilité des personnes, eh bien, ça peut se manifester par un excès de sport. Toi, par exemple, au contraire, le sport, ça te fait du bien. Donc, ça dépend vraiment des cas. Donc, c'est là où c'est Après, je pense aussi, ça dépend quel sport, parce que c'est vrai que moi, je vais faire des Hmm. choses un peu douces sur des petites. Je préfère, tu vois, moi, faire 15-20 minutes tous les jours plutôt qu'une grosse séance. Et c'est vrai que maintenant que je parle avec toi, attends, non mais c'est super, j'aurais appris plein de trucs là. Mais c'est vrai que maintenant que j'y pense, celles qui vont me le dire, c'est celles qui sont fait 1 heure de footing, 1 heure de crossfit, ou quand même, tu vois, tu donnes de ta personne. Donc ouais, ouais, effectivement, ouais, ouais, ça devient Ouais. très cohérent tout ça. Ouais. Ah, je note, je note. Mais ouais, parce que le sport en excès, ça stresse le corps, ça acidifie le corps aussi. Donc, en fonction de, pour une personne On en revient complètement toujours à une saine, question d'équilibre en fait, hein. C'est toujours ça, c'est trouver un juste équilibre pour avoir quelque chose de sain en fait, hein. tu parlais tout à l'heure du yoga et notamment du bassin, et c'est vrai que l'ouverture, en tout cas le travail sur l'ouverture du bassin, c'est vraiment très très bénéfique, notamment chez les personnes atteintes d'endométriose, mais pour les femmes aussi qui sont atteintes d'SPM ou SOPK ou même qui ont un cycle un petit peu compliqué. Il y a pas mal de ce qu'on appelle le yoga hormonal, donc en fait des flows de yoga qui sont très axés Mhm. sur l'ouverture du cœur et l'ouverture du bassin justement. Il y a pas mal de postures sur l'ouverture du bassin qui font extrêmement du bien. Donc voilà, les personnes qui nous écoutent, effectivement, ça peut. Effectivement, ouais, il y a le yoga hormonal et même de Ouais, façon très mécanique en fait pour tout ce qui est adhérence. Éviter que la zone se fige complètement. Voilà, c'est ce que je vous disais pendant le confinement, je bougeais pas assez, j'ai le bassin qui du coup, voilà, il faut travailler ces adhérences pour pas qu'elles se rigidifient et que du coup elles entraînent des douleurs. ouais. Alors, est-ce que vous avez des questions? Je crois que j'ai pas vu de questions. Je sais pas si tu en as vu passer. Pas vraiment, non. On devait être assez clair. C'est ça. Nous sommes. Ou alors les. Alors, que faire si on a tous les symptômes et qu'on ne voit rien Ah, à l'image?
Alors, faut savoir qu'en fait, une imagerie, c'est pas forcément un nom définitif, hein. Ça peut tout simplement vouloir dire que les lésions se cachent ou qu'elles sont pas visibles sur une imagerie. Alors techniquement, ça se fait beaucoup dans d'autres pays. Malheureusement, ça se fait assez peu en France, mais il faut faire une cellio-exploratrice, donc c'est-à-dire faire une anesthésie générale. Donc c'est quand même assez lourd, hein, c'est pas anodin. Et puis faire comme si on allait faire une opération en fait, hein, insérer les tubes dans le ventre et puis aller déplacer les organes, aller regarder avec la caméra qui fait zoom et tout, pour voir si vraiment c'est pas ça, et donc le faire faire par un spécialiste de l'endométriose pour être sûr qu'il passe pas à côté d'une forme un petit peu original. Mm. C'est généralement, la plupart des chirurgiens ne savent repérer que les grosses lésions rouges. Mais si c'est une petite lésion translucide, si c'est une lésion plate noire, ils ne savent pas les remarquer alors que c'est toujours de l'endométriose. Donc voilà, techniquement, c'est ça qu'il faudrait faire. En France, c'est un petit peu plus compliqué. Donc généralement, ce qu'on fait, c'est que même s'il n'y a rien sur l'image, on traite comme si c'était une endométriose en faisant un petit peu le pari que c'est ça. Et puis on voit si ça soulage ou si ça soulage pas. Mhm. Quand tu dis on traite, c'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire, alors après, ça dépend, chacun son choix. Si on coupe les règles pour ne plus avoir de règles Mm. douloureuses, Oui. si on soigne en naturo, enfin voilà. Oui. Mais du coup, en fait, on part du principe que c'est une endométriose et on applique les mêmes soins que si c'était une Mm. endométriose. Alors j'ai un petit sujet, alors je sais que c'est un peu touchy, donc on va pas forcément rentrer trop dans le détail, mais par rapport à la pilule, tu l'as mentionné que tu as pris la pilule. Je Euh, la prends toujours d'ailleurs, ouais, toujours, je d'accord, prends ok, toujours. ça Ah marche. ouais, non, mais moi, c'est horrible. Enfin, moi, je vois mon utérus se contracter de l'extérieur, quoi. Donc, c'est un film de science-fiction. Donc, je ne veux plus jamais avoir mes règles. Coupez-moi tout. D'accord, Bon, ok. après, aujourd'hui, je peux avoir des hémorragies de privation à peu près une fois par trimestre. Où, voilà, à force de prendre la pilule en continu, en fait, ça diminue le taux de prostaglandine et c'est ce qui fait contracter Mm, l'utérus. Donc, aujourd'hui, je peux avoir des hémorragies de privation sans même prendre un Advil, hein. Je n'ai plus qu'une bouillotte. Mais ouais, je la prends. Je fais une coupure à par trimestre à peu près. d'accord. Donc effectivement, il y a pas mal de femmes qui sont amenées à prendre la pilule contraceptive ou un autre type de contraception hormonale pour, pas pour guérir, hein, parce que voilà, on ne guérit pas, mais Ah non. pour Et ça soulager. n'empêche pas non plus la progression, hein, parce que souvent on le vend un petit peu comme ça. Clairement, là, on est sur de la publicité mensongère, hein. Mm, Votre endométriose, si elle doit évoluer, elle évoluera en fait. À l'heure actuelle, c'est malheureux, mais on n'a rien pour l'en empêcher. mm. Voilà. Il y a juste essayer de faire en sorte que son hygiène de vie, on va dire, Bah, on peut contrôler les symptômes, on peut ouais. essayer voilà, de contrôler les symptômes. Maintenant, les cas d'endométriose où les lésions se multiplient, c'est des cas rares, hein, c'est pas des cas Mm, ultra fréquents. La plupart du temps, en fait, le nombre de lésions reste stable toute la vie, hein. C'est mm, la grande mm, majorité. Mais les cas d'espèces de machines à endométriose, malheureusement, actuellement, personne n'a de solution, quoi. mm, C'est comme ça. mm, mm. Donc toi, tu as commencé à prendre la pilule pour cette raison-là et Oui. tu l'as continué. Ça fait combien de temps que tu la prends du coup? Alors, j'avais arrêté quelques années et c'est là que l'endométriose a un petit peu repris du terrain, et enfin, du moins en symptomatique. D'accord. Et là, ça fait combien d'années que je la prends en continu? Ça doit faire 4 ans. Voilà. Après, moi, j'ai un endomètre fin. C'est pour ça que j'arrête tous les trimestres, en fait. C'est parce que j'ai un endomètre fin et que du coup, je finis toujours par saigner. Donc, il faut que je saigne quelques jours pour refaire un nouveau endomètre qui restera stable quelques mois. Il y en a qui peuvent la prendre 5 ans en continu sans saigner. Donc, voilà. Mais voilà, moi, ça joue. En fait, il faut savoir que la pilule, c'est pas du tout miraculeux, hein. On nous le vend comme ça, il n'en est rien. Mm, En gros, ça va jouer sur 3 choses. Donc ça va couper les règles douloureuses, donc ça, quand on en souffre, on peut être content. Ça va diminuer le taux de prostaglandine, ce qui fait que ça va diminuer les contractions utérines, ça c'est super intéressant pour celles qui font de l'adénomiose. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va y avoir? Si le truc sur les lésions sur lesquelles ça va jouer, c'est les endométriomes. Donc ça, c'est des kystes, ce qu'on appelle aussi des kystes chocolat, c'est des kystes d'endométriose qui sont sur les ovaires. En fait, ça fait des capsules de sang, ils se remplissent de sang, et effectivement, ça, c'est des lésions qui vont saigner à chaque cycle. Et donc, du coup, en coupant les règles, on peut maîtriser la taille de ces endométriomes, sachant que ces endométriomes peuvent aller jusqu'à faire la taille d'un pamplemousse. Vous voyez, un ovaire, ça fait ça, hein, voilà, mm, un pamplemousse par-dessus. C'est un petit peu compliqué. mm, Donc, c'est pour les personnes qui font des endométriomes, ça présente un intérêt certain. Maintenant, ça ne va pas jouer sur le reste. Ça va mm, pas forcément. Il y en a qui ont un peu moins de soucis digestifs, mais c'est pas miraculeux. Ça va pas jouer sur les douleurs liées au plancher pelvien. Ça va pas du tout jouer sur les douleurs neuropathiques. Des fois, ça les diminue un petit peu, mais
les douleurs neuropathiques nécessitent un traitement spécifique et c'est pas la pilule. Mhm. Donc voilà. Donc en gros, la question de se poser, c'est du cas par cas de quel traitement vous voulez. Est-ce que vous voulez du synthétique ou du naturel? Parce que en phytothérapie, on utilise aussi beaucoup de phytohormones. Donc c'est pas parce qu'on passe en naturopathie qu'on passe en non hormonal. Est-ce que les symptômes sur lesquels va jouer la pilule vous concernent? Voilà, c'est vraiment là aussi du cas par cas. Et puis, bah, comme vous le sentez, ce qui est un peu compliqué aujourd'hui, c'est que finalement, la pilule, c'est un petit peu devenu comme l'allaitement. Chacun a son camp. Et puis, c'est un peu à couteau tiré de chaque côté. Alors qu'en fait, c'est comme pour l'allaitement, on fait tous comme on peut avec ce qu'on a. Et il n'y a pas forcément de jugement à avoir sur une option ou une autre. Voilà, on fait tous comme on peut et sachant qu'on est tous dans des situations différentes. Donc, il n'y a pas de prescription déjà classique, déjà bien arrêtée. Donc, Mhm. voilà. C'est vrai que moi, je t'ai amenée sur ce terrain-là parce que moi, c'est un sujet qui me tient à cœur. Alors, je ne vais pas dans un camp plutôt qu'un autre. Le camp que j'ai choisi, par contre, c'est qui me révolte, on va dire, c'est le fait de prescrire la pilule de manière automatique, sans même se poser la question si on a besoin ou non. Et donc, ça passe par les cas les plus basiques, c'est-à-dire les filer à des adolescentes qui ont des boutons d'acné et même pas leur expliquer ce que ça va impacter sur leur corps et ni même de manière basique comment ça fonctionne en fait, comment ça fonctionne et qu'est-ce que ça va engendrer sur leur cycle ou non et les risques éventuels. Et encore, ce serait le minimum syndical pour moi. Ça, c'est vraiment, moi, ça me Ah non, mais révolte. c'est Et après, insupportable. effectivement, pour d'autres types de maladies, On notamment parle du l'endométriose, SOPK? On parle du voilà, SOPK ou alors on te dit ah non mais exactement. attends le SOPK c'est quand t'as pas de règles. Ouh là là ça doit pas être bon. Non mais d'accord mais réfléchis à pourquoi c'est pas être bon. Donc on va te donner la pilule pour te créer des hémorragies de privation. Donc en fait ça va ressembler à des règles. Donc du coup on fera comme si c'était bon. Mais non en fait on n'a absolument pas résolu le problème. Non Ouais. mais oui on est d'accord que ce qui est problématique c'est tout ce qui est publicité mensongère qu'il y a autour. On est d'accord que et le côté oui automatique mais et c'est là aussi qu'on voit à quel point nos médecins manquent de formation, parce que quand vous le soulignez, ils vous disent pas que vous avez tort. Et, Mm, ils disent oui, 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 mais en même temps, si je prescris pas la pilule, je fais quoi? mm. Donc Ouais, voilà. exactement. Et moi, c'est ça qui me révolte. Notamment, j'ai aussi eu des personnes euh, qui sont atteintes d'endométriose et qui prennent la pilule, qui souffrent d'effets secondaires de la pilule. Et du coup, elles n'osent même pas arrêter la pilule ou même tester un arrêt de pilule parce qu'on leur a donné ça de manière automatique. Donc, elles n'ont jamais vraiment vécu sans, ou en tout cas, entre-temps, elles ont mis en place d'autres choses de manière naturelle qui soulagent, je tombe, qui soulagent leurs symptômes. Et du coup, mais elles ont quand même la peur d'arrêter la pilule. Mais à côté de ça, elles souffrent de faits secondaires de la pilule. Donc, on se retrouve Oui, et en fait puis prisonnière de ce médicament, qui certes c'est un médicament quand même. Alors parfois, effectivement, il est nécessaire et comme parce on a testé, parce que là tu t'es rendu compte que c'était crucial pour toi. Et dans d'autres cas, ça ne l'est pas en fait. Et ces oui, personnes-là et puis continuent à la prendre. on doit avoir le droit de dire que cette molécule-là ne nous correspond pas parce qu'on a tous des taux hormonaux différents Oui. et on vit tous des choses, les variations hormonales de manière différente. Moi, j'en parlais avec ma meilleure amie il y a 3 jours. Moi, quand j'étais sous ménopause chimique, quand on est sous ménopause chimique, il ne reste que la testostérone. Mm. Moi, la testostérone, j'adore. C'était génial. Je voyais mon futur, j'ai fait monter plein de projets et tout. Rien ne m'arrêtait, quoi. Il y en a, tu mets sous ménopause chimique, il leur reste que la testostérone. On est obligé de leur prescrire des œstrogènes aussi pour qu'elles soient pas trop suicidaires et des antidépresseurs parce que ça les rend suicidaires, le manque d'œstrogènes. Moi, c'est plutôt les œstrogènes que je vais mal vivre. Donc, si tu veux, il y a ça aussi, c'est qu'on part pas avec les mêmes taux d'hormones de base et on part pas avec les mêmes réactions de base aussi. Donc, si il existe une multitude de pilules, c'est parce qu'on va pas toutes réagir de la même façon. Et là aussi, il y en a qui vont vraiment au bout du bout de l'automatisme de toute façon, je prescris la même à tout le monde. Oui. Sauf que tout le monde n'est pas pareil. Et le minimum syndical pour ceux qui prescrivent la pilule de manière automatique, ce serait d'écouter quand on dit celle-là, clairement, elle ne me convient pas. Et donc, il faut changer. Et on ne devrait pas avoir à justifier, on devrait juste à dire elle ne me convient pas, point. Enfin, moi, j'ai la chance, j'ai une gynéco qui est comme ça.
On a fait tout le Vidal à nous deux, c'était génial, en 2 ans, j'en changeais tous les 3 mois. Donc voilà. Mais ça aussi, c'est assez insupportable, on est d'accord. T'as pas le droit de dire j'ai tel et tel effet secondaire, alors que Mm. on sait que ce que c'est. Enfin, moi, j'ai perdu mes cheveux, enfin, j'ai eu un peu de tout, hein. Donc voilà, il y en a qui te coupent la libido, il y en a qui te donnent une libido de foufinou, tu comprends pas d'où ça vient. Enfin, il y a de tout comme Ouais, effet c'est sûr. secondaire. Ouais. Et donc de dire, en plus ça aussi, c'est assez insupportable quand on dit ah j'ai tel et tel effet. Ah bah non, non, c'est dans votre tête ça. Ah non, non, c'est dans la liste des effets secondaires, donc c'est pas dans ma tête, hein. Mm. Si c'est listé dans les effets secondaires, c'est qu'on est d'accord qu'il y en a beaucoup qui ont reconnu, il y en a beaucoup qui les ont eu, donc faut arrêter de me prendre pour une courge aussi. Mm. Donc voilà, mais effectivement, oui, on a le droit de pas supporter une pilule, on a le droit de dire non à la pilule. On a le droit, voilà, de mettre des choses en place à côté. On a le droit aussi, voilà, de trouver que c'est une planche de salut. Chaque cas est différent, il n'y a pas de jugement à porter. Encore une fois, on fait tous comme on peut avec ce qu'on a. On espère tous que la recherche permettra d'avoir des choses beaucoup plus pertinentes, parce que, osons le dire aussi, hein, pour l'instant, actuellement, on bidouille, et on a du cache-misère, mais on n'a pas Mm. de vraie solution. Donc on a besoin de recherche, mais en attendant, voilà, faut pas Mm. vendre du rêve aux gens non plus, quoi. Et j'ai même envie de dire, si vous ressentez quelque chose qui n'est pas dans la liste des effets secondaires, dites-le aussi. Parce que même si vous pouvez faire partie d'une minorité, vous avez le droit d'être entendu, en fait. Oui. Et c'est là où Bon, je pense après, que... je te rassure, il y a tellement de listes d'effets secondaires que Ouais, franchement, on se retrouve généralement, t'es forcément. dedans, hein. C'est juste que ton médecin, lui, il les a pas lus. Mm. C'est C'est la ça. différence entre toi et lui, en fait. Mais je pense que c'est là où, où la notion de responsabilité de sa santé doit être vraiment, on doit vraiment prendre conscience. Et s'il y a un message, il y a plein de messages à garder, mais celui-ci, c'est soyez mais chiante avec vos médecins, que ce soit les médecins ou les thérapeutes, hein, même de médecine naturelle, c'est de votre responsabilité d'être Mhm. chiante et de dire non, bordel, j'ai mal, c'est pas normal, j'ai les cheveux, j'ai mes cheveux qui tombent et ça ne m'arrivait pas avant. Insistez parce que c'est votre santé, c'est votre corps et vous savez mieux que quiconque, même face à un expert qui connaît peut-être la théorie, et ben c'est vous qui ressentez les C'est choses quoi. ça, Donc c'est ça. voilà. Et c'est là aussi qu'on voit un bon praticien, comme tu dis, aussi bien en naturo qu'en médecine traditionnelle. Parce que des deux côtés, tu vas en avoir un qui va te sortir. Ah bah normalement, oui, non, mais je ne suis pas madame normale. Donc je m'en Oui, je tamponne suis le moi. coquillard de savoir que normalement, ça devrait être comme ça. Et c'est là aussi qu'on connaît un bon praticien qui va écouter, qui va dire, bah écoutez, on m'avait jamais rapporté ce truc-là. Là, comme ça, ok, bah, comme c'est la première fois qu'on m'en parle, j'ai pas de solution. Mais par contre, je note que ça existe, que voilà, et peut-être que finalement on finira par se rendre compte que ça existe chez d'autres personnes et qu'effectivement il y a peut-être un lien de cause à effet avec telle molécule ou telle pratique et tel symptôme. Mm. Et puis c'est même si on n'a pas été amené à rencontrer cette situation-là, on fait, on teste des choses et voilà, on dit à la personne, on va tester ça, peut-être que, et puis des fois c'est en fonction de la personne, c'est une complémentarité de certaines choses qui vont, c'est là où on met en place des protocoles justement Ah non, mais individualisés. moi j'adore quand les gens me disent ah ouais, mais toi t'as de la chance, t'as trouvé ce qui te correspond. Je fais non, mais attendez, mais c'est que vous savez pas combien de trucs j'ai testé. Ouais. Moi, pour vraiment mettre en place mon protocole sur mesure, il m'a fallu plus de 2 ans et pour 5 trucs que j'essayais, il y avait un truc qui marchait et c'était d'autant plus frustrant quand tout le monde me disait attends mais ça tu vas voir ça marche quasiment sur tout le monde et tout essaye sûr ça va marcher sur toi aussi et que ça fait point 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 grosse déception mais voilà donc il y a pas 36 solutions et c'est évolutif. J'ai mis près de 2 ans à construire mon programme et là bah, forcément ma vie mon corps change évolue sans cesse et il y a des choses qui étaient pertinentes avant qui ne le sont plus maintenant donc je rééquilibre à chaque fois en fait. Ouais. Alors, il y a une question de Jojo. Comment calculer notre taux hormonal? Alors, ça, c'est déjà, j'ai envie de dire, c'est pas tant le taux, enfin, c'est pas tant le taux hormonal qui compte, c'est-à-dire le taux en progestérone, le taux en testostérone, le taux en oestrogène. Ce qui est important, il faut garder en tête, c'est le taux hormonal relatif. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui peuvent avoir beaucoup d'œstrogène, mais si elles ont aussi beaucoup de progestérone, eh bien, entre les deux, l'écart, donc l'écart relatif, sera dans la normalité, on va dire, et ne va pas induire de troubles du cycle, par exemple. Donc c'est là où c'est compliqué, c'est que en fonction du cycle, déjà pour calculer son taux hormonal, c'est bien l'écart et donc la relativité entre les hormones qui est important et non pas le taux absolu de chaque hormone. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que ces écarts relatifs et ces taux fluctue en fonction du cycle. Et donc, il faut absolument savoir à quelle période du cycle on est pour pouvoir interpréter correctement nos taux hormonaux.
Et donc ça, des fois, par exemple, il y a pas mal quand on est dans un cas de suivi pour de la fertilité, il y a pas mal de médecins ou de gynécos ou de médecins qui prescrivent des bilans sanguins, notamment des bilans de progestérone, sans forcément en disant, bah voilà, à la fin de vos règles, faites un bilan, alors que ça veut rien dire parce que la progestérone en début de cycle, c'est quasiment inexistant en fait. Et pour savoir si on a ovulé, il faudrait faire le taux, enfin, faudrait prendre son taux hormonal de progestérone plutôt à X jours après son ovulation. Encore faut-il avoir appris à déterminer quand est-ce qu'on a ovulé. Donc ça, c'est d'observation. Donc voilà, pour répondre clairement à la question, bah, c'est des bilans sanguins. Mais après, un bilan sanguin mal interprété ne veut rien dire en fait. Donc c'est vraiment l'écart relatif qui est intéressant et c'est là où la lecture avec une personne qui sait vous accompagner, qui pourra vous orienter en fait. Donc voilà. Après, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça, Marie-Rose. Oui, non, mais cette histoire de bilan hormonal, c'est un vrai sujet. Je faisais un échange patient-médecin jeudi soir et effectivement, on était sur ce sujet, les difficultés d'interprétation et le fait que voilà, on n'a pas tous les mêmes hormones, on réagit pas tous de la même façon et que du coup, là encore, c'est du cas par cas et que malheureusement, les soignants le reconnaissaient eux-mêmes, ils sont pas forcément formés à interpréter ces résultats. Et c'est en fait pour ça très souvent qu'ils ne prescrivent pas de bilan hormonal, c'est qu'après ils ne savent pas forcément quoi en faire. Donc effectivement, oui, un accompagnement avec une naturo qui est spécialisée là-dedans, effectivement, je pense que ça peut être une solution pour réussir à faire un petit peu le tri au milieu de tout ça, parce que oui, effectivement, c'est une maladie hormonodépendante. Donc occulter ce point-là, c'est un petit peu risqué. En tout cas, pour moi, un bilan hormonal n'est qu'un outil supplémentaire pour C'est ça. analyser et interpréter quelque chose. Mais il faut savoir que, en fait, et je l'apprends au fur et à mesure, et ça m'a assez, surprise et à quel point on est quand même complètement spécifique et individuel. C'est que on prend deux femmes qui ont des cycles hormonaux complètement normaux, en fait pas de douleur, elles sont dans un équilibre hormonal. Pourtant, elles vont avoir des taux absolus d'œstrogène et de progestérone, mais totalement différents. Il y en a une qui peut exploser et l'autre être complètement au plus bas. Et pour autant, l'écart relatif entre leurs taux hormonaux est complètement normal. Et donc, elles ont toutes les deux, elles sont fertiles, elles n'ont pas de SPM, elles ont un cycle hormonal complètement équilibré en fait. Donc c'est vraiment ça qu'il faut savoir qu'une femme peut avoir besoin aussi, notamment comme c'est le cerveau il y a une interaction entre le cerveau et les ovaires pendant tout le cycle hormonal. En fonction de notre taux absolu, par exemple d'œstrogène, et ben ce taux-là, il faut un pic de LH très particulier pour pouvoir passer à la seconde phase du cycle. Mais ce même taux de LH, si on l'applique à une autre femme, ça ne viendra pas engendrer son ovulation parce que ce n'est pas adéquat à son taux hormonal à elle. Donc voilà, c'est vraiment du cas par cas quoi. C'est tout un bazar, mais c'est passionnant, mais c'est tout un bazar. Oui, 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 ça rend ça aussi passionnant et ça, voilà, et c'est vraiment moi je maintiens que, ça on me dit toujours, mais toi tu fais quoi et tu me conseillerais quoi et non, c'est du cas par cas en fait. Si vraiment on va avoir le meilleur programme, celui qui répond au mieux à nos besoins, c'est du cas par cas. Il n'y a pas 36 solutions en fait. Ouais. J'ai une question. Est-ce que tu as découvert dans tes recherches que l'endométriose était héréditaire? Alors effectivement, ça c'est vraiment le sens qu'a pris les recherches ces 10 dernières années. Donc maintenant, après 10 ans de recherche, là on commence à avoir des résultats qui tombent et qui sont assez sérieux. Il y a effectivement des marqueurs génétiques. Ça, voilà, c'est l'ADN là-dedans entre en ligne de compte. Après, c'est toujours pareil quand on parle de génétique et la question de l'épigénétique. Et là, c'est un petit peu plus flou. Mais effectivement, oui, il y a des marqueurs génétiques. Et donc, si on a des membres de notre famille qui ont de l'endométriose, statistiquement parlant, on a beaucoup plus de risques d'en avoir soi-même. Ok. Bon, bah écoute, j'arrive à la fin de mes petites questions. En tout cas, c'était super intéressant. Merci beaucoup d'avoir pris du temps dans ce dimanche Merci de pour m'avoir nous invité. accompagner. Alors, est-ce que le temps que je pose une petite dernière question, est-ce que si vous avez des petites questions de votre côté, n'hésitez pas, ou des remarques, ou des choses à nous partager aussi.
Du coup, pour conclure tranquillement, tu nous disais que toi, tu accompagnais, donc tu avais un programme, c'est ça, pour accompagner les femmes atteintes d'endométriose, plutôt sur l'aspect, donc t'as un livre sur le sexe, enfin sur Voilà, l'endométriose. pour la sexualité, voilà. Donc effectivement, en fait, ce livre sur endo et sexo, donc qui est le Ouais. premier au monde vraiment à se pencher sur cette question, il y a toute la première partie où j'explique, voilà, pourquoi vous avez ces douleurs. C'est important de comprendre d'où ça vient. Et puis il y a plusieurs types de douleurs et plusieurs causes. Donc il faut déjà identifier tout ça. Et ensuite, la deuxième partie, c'est un programme où en fait, voilà, vous répondez à des questions pour qu'on puisse un petit peu identifier d'où viennent vos douleurs et du coup, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place pour tel et tel type de douleur, sachant qu'à chaque fois, je propose un panel de solutions parce qu'encore une fois, il y a des choses qui vont marcher, des choses qui ne vont pas marcher, qu'en fonction du stade où on en est, on n'a pas forcément les mêmes besoins. Donc voilà, donc vous remplissez ce petit questionnaire pour identifier vos besoins et pour chaque besoin, je propose un panel de solutions pour que vous trouviez celle qui vous correspond le mieux. D'accord. Du coup, c'est un accompagnement que tu fais en individuel, c'est ça? Alors non, c'est vraiment via le livre. Après, je réponds aux D'accord. questions quand il y en a des questions. Des fois, ça arrive, bon, c'est rare parce que j'écris ça de manière assez ludique, mais des fois, c'est alors page machin, tu notes quoi? Tu notes ça, tu l'interprètes comme ça ou comme ça? Voilà. Bon, la plupart du temps, ça permet quand même aux gens d'être autonomes. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que généralement, on échange entre conjoints, tout ça, comme ça, tout le monde comprend un petit peu ce qui se passe. Donc, c'est pas mal. Ça recrée aussi du lien. Ça recrée de la communication au sein des couples souvent. Ouais. Bah, c'est sûr que là, je pense que dans ce cas-là, le conjoint, bah, il doit être aussi mis au courant et bah, il est obligé, de Bah toute oui, façon, de comprendre aussi. oui, c'est quelque chose qui se fait à deux et puis voilà, je trouve que c'est important d'impliquer l'autre et que l'autre aussi comprenne parce que voilà, ces douleurs, elles sont arrivées sur plusieurs mois, donc il va falloir plusieurs années, donc il va falloir mettre des choses en place sur un certain temps pour que ça commence à produire ses effets, hein. C'est pas une baguette magique. Donc c'est aussi important, je trouve, que le conjoint, la conjointe comprenne tout cet investissement en temps, en énergie que l'on fait pour aller mieux et pour son couple aussi, quoi. C'est Mm. important. Et à côté du coup, de ce programme, de ces livres, toi, tu participes pas mal à notamment des rencontres aussi, avec des patients, c'est ça, Ouais, alors malheureusement avec le Covid, les conférences, les stands, c'est un petit peu en stand-by. Ça me manque d'ailleurs, c'est terrible. J'espère qu'on pourra reprendre voilà, quand on ira mieux. Mais c'est vrai que du coup, pour l'instant, ce que je me suis vraiment mise à faire avec le Covid, ça va être des formations de soignants. En visio, voilà, c'est généralement le samedi et le dimanche matin, on fait une petite visio. Comme mon deuxième livre porte beaucoup sur la science, je suis contactée aussi par des scientifiques qui cherchent des patients pour mettre dans leur comité, Mm. voilà, parce que pour justement combler les angles morts qu'ils ont. Parce que voilà, ils vont dire, ah bah, je pense que ça vaut le coup de creuser là. Puis nous, on va dire, bah oui, puis n'oubliez pas qu'on montre aussi souvent tel symptôme. Ah bon, vous avez ça? Ah oui, c'est Ouais. super fréquent. Ah bon, mais c'est pas marqué dans la littérature. Bah non, c'est des trucs qu'on se dit entre nous. Donc voilà, ça c'est aussi utile. Ils sont contents d'avoir des patients qui aiguille un petit peu, ou même pour hiérarchiser des choses. Voilà, par exemple, là, il y a une vaste étude qui regroupe au niveau international tout ce qui a été mis en place comme moyen de détection de l'endométriose. Et on a besoin du coup de hiérarchiser quel questionnaire on va faire passer en premier, quels questionnaires selon nous sont plus pertinents. Et ça, il n'y a que les patients pour dire, Ouais. ben voilà, moi d'expérience, ça va falloir le faire passer en premier, ça c'est pas forcément prioritaire. Celui-ci, il a l'air choupi comme questionnaire, mais en fait, il manque plein de choses, donc il n'est pas pertinent. Enfin voilà, donc ça aussi, je fais de plus en plus. Voilà. Mais j'espère voilà, bientôt refaire des stands, des conférences pour rencontrer les gens, pour essayer ouais, de former, d'informer au maximum, de sensibiliser. Parce qu'il y a ça aussi, hein, on disait au tout début qu'on a ce réflexe de ah bah c'est normal. Mais pour aller contre ce vieux mythe, pour le déboulonner, il faut informer de plus en plus que non, Partager. c'est pas normal. Non, il faut avoir une petite alarme qui se déclenche dans sa tête quand on voit Ouais. ça. Et voilà, il n'y a pas 36 solutions, il faut aller Mm. au contact des gens. Mm. Sans forcément se dire, ah, j'ai mal, je suis forcément atteinte d'endométriose, mais en tout cas, Oui, d'en avoir conscience pour après creuser et aider aussi les médecins à creuser cette piste-là. voilà, faire une petite liste de symptômes, aller voir son médecin et dire, bah, du coup, est-ce qu'il faut investiguer? Il y a aussi d'autres maladies gynécologiques qui peuvent avoir des Mhm. symptômes similaires, hein. Ça peut être un fibrome utérin, ça peut être un syndrome de congestion pelvienne, mais dans tous les cas, si ça apporte de l'inconfort, si ça apporte carrément des journées handicapantes, comme tu disais, on doit prendre soin de soi, on doit être acteur de sa santé, on doit se prendre en charge, on se doit ça, on se Ouais. doit de faire tout ce qu'il faut pour aller bien. Et du coup, ça vaut le coup voilà, de faire sa petite liste de symptômes et puis d'aller voir son médecin et dire, bon, qu'est-ce qu'on fait? J'ai ça, est-ce qu'il y a quelque chose à faire, quoi. Mm, mm. Exactement.
Bon, bah écoute, merci beaucoup. Je regarde s'il y a une dernière. Ah si, j'ai Jojo qui dit, en parlant de Covid, est-ce que le vaccin est risqué pour les personnes avec endométriose? Il n'y a pas du tout, il y a rien dans la littérature scientifique qui va en ce sens-là, hein. Vraiment, Pour pour l'instant. l'instant, il y a aucune interaction, voilà, ni contre-indication quelconque. Non, non, vraiment, Ouais. pour l'instant, Après, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de recul sur le vaccin non plus, mais bon. voilà, ça, c'est la crise sanitaire qui veut ça, hein. Ouais. Donc voilà, mais c'est vrai que maintenant, quand même, sur des pays comme Israël ou aux États-Unis où ils ont commencé à vacciner tôt et où on a quand même pu recenser pas mal de choses, il y a beaucoup de choses qui ont été recensées. Ça n'apparaît pas dedans. Mm, Donc, mm. voilà. Et on a The Reclaim Journey qui nous dit, yes, merci de former les soignants. On a besoin d'une approche bottom-up dans la science en général. Ouais, tout à fait. Bon, bah écoutez, merci beaucoup pour votre présence sur le live. Et puis merci à toi, Marie-Rose, d'avoir Bah, avec plaisir. partagé tout ça. C'était vraiment très chouette. Moi, j'ai passé un très très bon moment en ta compagnie. Ouais, j'avoue que pour commencer le dimanche, tu vois, c'est tranquille là. Je vais me faire un petit brunch et puis voilà, on est bon. Voilà. Bon, bah écoute, je te souhaite une très belle continuation, un bon dimanche ensoleillé. J'espère que moi, ça va arriver. Je te l'envoie, je te l'envoie. Ouais, envoie-le-moi. Bon dimanche à tout le monde. À bientôt. Au revoir.